Bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce webinaire organisé par le Pôle de Vincennes. Cette présentation est la deuxième d'une série de présentations que le PMI France souhaite offrir à ses adhérents sur le thème du PMBOK Guide 7e édition. Après le premier webinaire, dont l'objectif était de présenter ce qui change et pourquoi ça change, ce deuxième webinaire est focalisé sur les coulisses de l'élaboration du PMBOK Guide 7e édition. Elle sera co-animée par Yann Stokes, Jean-Luc Favreau, Laurent Thomas, Corinne Isman. Ce webinaire sera enregistré dans son intégralité, incluant vos questions et les réponses aux questions posées. Pour ce webinaire, nous avons 875 inscrits et actuellement 200 participants connectés. Nous souhaitons, avant de démarrer et passer la parole à nos 4 conférenciers, remercier très chaleureusement l'équipe de Luc-André Roche, qui est aux manettes techniques de ce webinaire, réalisé avec l'outil GoToWebinar. Tous nos participants ont les micros coupés. Pour poser vos questions, merci d'utiliser la section « Questions » à gauche de votre écran. Nous aurons une session de questions-réponses à l'issue de la présentation. Maintenant, je souhaite introduire nos 4 conférenciers. Encore un grand merci à vous 4 de nous offrir ce webinaire. C'est à vous. Merci. Alors, avant de démarrer, on souhaiterait, toute l'équipe, on souhaiterait vous remercier chaleureusement. On a été très touchés. À notre première présentation, il y avait près de 1000 personnes qui sont restées en continu. C'est vraiment la présentation de tous les records. Près de 1800 personnes inscrites, 1000 personnes qui sont restées pratiquement du début à la fin. Dans certains webinaires, on voit des personnes quitter au milieu et vous êtes tous restés du début à la fin. Alors, on a été vraiment très touchés, très contents de ça. Record de questions, record de speakers, ça a été la présentation de tous les records. Et voilà, au nom de toute l'équipe, je vous remercie à tous d'avoir permis et d'avoir fait le succès de cette présentation. Alors, je vous propose maintenant de nous présenter à nouveau Yann. Yann Stokes, je suis ambassadeur pour le management de projet depuis 35 ans et 25 ans pour l'agilité depuis DSDM. Je côtoyais les fondateurs de cette approche, y compris Jennifer Stapleton, Barbara Roberts, David Snowden, Fowler, Coburn. Durant les années avant et depuis le manifeste agile en 2001, je continuais de pratiquer et d'enseigner le management de projet dans toutes les technologies où il faut être agile et en dialogue permanent avec des clients. L'évolution des connaissances continue, et je trouve que la création et le partage sont très intéressantes et communautaires. Et ainsi, ce sont des bonnes raisons pour nos présences et notre présentation ce soir. Jean-Luc? Eh bien, Yaourana, bonjour de Tahiti, d'où je suis en train de vous parler, donc au milieu du Pacifique Sud. Il est 6h30 du matin, le soleil vient juste de se lever. Il est radieux. Donc, je suis ravi d'être là avec vous. Donc, moi, je suis passionné par la gestion de projet, l'agilité et l'innovation depuis longtemps. Donc, comme j'ai dit, je suis basé aujourd'hui à Tahiti. Je l'étais auparavant en Nouvelle-Calédonie et je bouge beaucoup dans le monde, en tout cas quand les conditions me le permettent. Et vous allez voir ça dans les prochains slides, je pense. Et puis, l'aventure qu'on va vous raconter aujourd'hui, c'est un peu la création de ce PMBOK 7, dont j'ai eu le privilège de faire partie de l'équipe de développement. Laurent? Oui, bonjour. Donc, Laurent Thomas. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans les années 90 en tant que développeur logiciel. Et puis, j'ai fait un petit peu les diverses fonctions dans une équipe, développeur architecte, chef de projet, directeur de projet. Aujourd'hui, je m'occupe de tout ce qui est conduite de projet au sein de l'entreprise dont je suis employé. Je suis chargé d'élaborer et de diffuser toutes les pratiques autour de la conduite de projet. J'ai fait partie donc de l'équipe de développement depuis août 2019, sachant qu'elle va se terminer là en août 2021, 2 ans après, avec la publication du livre. Et moi-même, donc Corinne Hirsman. J'ai démarré dans les années 90. Je travaillais pour IBM, ST Micro. J'ai été chef de projet et j'ai aussi eu la volonté de m'orienter plus dans la gestion de projet en devenant enseignante en gestion de projet. Et j'enseigne justement la gestion de projet à l'EDEC, aux Mines de Paris et à Schema. Et je fais partie de PMI Côte d'Azur.
depuis près de 10 ans. Voilà. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, cette présentation aujourd'hui, donc suite à vos questions, on a eu des questions sur comment cela se fait-il. Donc on vous propose aujourd'hui une présentation sur les coulisses du PMBOK 7. Donc dans une première partie, on va ça va être du storytelling, de la mise en récit. Et ensuite, on va vous dire, vous, finalement, comment vous pouvez, si vous êtes intéressé, participer au prochain standard. Voilà, donc la première histoire que je vais vous raconter, c'est celle du PMBOK. Donc le PMBOK, il est né en 1996. Alors il y a une version préliminaire, 1 an ou 2 ans plus tôt, mais on va dire que la première version officielle date de 1996. Elle a été écrite principalement par Bill Duncan, que j'ai eu la chance de pouvoir entrevoir par les réseaux sociaux, par la magie des réseaux sociaux, il y a quelques temps. On a eu une petite discussion. Et puis bon, ce PMBOK, il a évolué au cours du temps, tous les 3-4 ans, donc une version 2, une version 3, une version 4, etc., pour arriver en 2017 à la version 6, où était introduit de façon très explicite l'agilité, notamment avec l'Agile Practice Guide. La deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est que s'est-il passé pour moi pendant tout ce temps-là. Moi, j'ai rencontré, on va dire, le PMBOK en 2001 dans les détours des rayons d'une librairie à Paris. Alors, j'étais déjà passionné par la gestion de projet. Et puis, je vois ce document, Management de projet, un référentiel de connaissances, édité par la FNOR. Et je l'ai feuilleté, je l'ai acheté, et donc il se trouvait que c'était la traduction non officielle du premier PMBOK, donc en français. Ça m'a vraiment intéressé, je trouvais ça très riche, très intéressant. Et j'ai continué à m'intéresser au PMI, au PMBOK, mais d'un petit peu loin. J'ai suivi l'actualité et j'ai passé ma certification PMP assez tardivement finalement. En 2015, je m'intéressais également à l'agilité. Je trouvais qu'il y avait des batailles un petit peu stériles entre les agilistes, les chefs de projet, les avocats du waterfall, de l'agilité, etc. Et moi, je prônais un discours d'hybridation et de synergie entre toutes ces approches-là. Alors, jusque-là, j'en parlais autour de moi. Donc, la Nouvelle-Calédonie, c'est 270 000 personnes, ça ne fait pas une grande audience. Mais en tout cas, j'en parlais avec passion. Et puis, en 2017, donc, je vois ce fameux PMBOK 6 où je vois enfin arriver l'agilité en force. Et je me dis, bon, ça y est, ça m'a pris tout d'un coup, la passion l'a emporté et je me suis mis à faire toute une série de voyages dans le monde entier. Je voulais aller à la source de l'information, je voulais aller rencontrer les gens, directement les auteurs des différentes approches. Donc, ça avait commencé en 2017 donc, avec Scrum Australia à Melbourne. J'avais rencontré plein de gens, dont notamment Evan Laybourne, qui était venu présenter son approche #NoProjects. C'était un peu avant qu'il fonde le Business Agility Institute. Voilà, puis je l'ai revu un petit peu plus tard aux États-Unis, puisque je me suis déplacé expressément à Chicago pour la conférence globale du PMI qui présentait justement ce fameux PMBOK 6. Donc là aussi, un événement fantastique, 3400 personnes venant du monde entier, tout le monde passionné. J'ai continué sur Houston pour la conférence des PMO cette fois-ci. Et voilà, j'étais tellement enthousiaste que j'ai eu envie de parler des tendances que j'avais pu détecter. Et je me suis retrouvé finalement speaker sur le tard. J'ai parlé de tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais pu pressentir comme tendance à l'Agile Tour de Sofia en 2017, puis l'Agile Tour d'Aix-Marseille. Et puis ça a continué. Vous voyez, il y a beaucoup de traits entre la France et le Pacifique Sud. J'ai fait beaucoup d'allers-retours. En 2018, j'ai continué à parler pour les Agile Tours de Sofia, d'Aix, également de Montpellier. Puis j'ai parlé aussi lors du Tour de France du PMI France, donc à Paris, à Sofia. J'ai assisté à d'autres conférences comme Art of Agile. J'ai pu discuter, c'était passionnant là aussi, avec Alistair Coburn.
Voilà. Donc, et puis, je suis même allé jusqu'à Montréal pour être speaker à l'Agile Tour de Montréal. Donc, vraiment une dynamique fantastique, vraiment une effervescence totale. Arrivé à fin 2018, ben, je ne savais pas si j'étais à la fin de quelque chose ou au début d'autre chose. Bref, en 2019, juin 2019, et c'est la troisième histoire que je vais vous raconter, c'est celle du PMBOK Guide 7, appel à candidature. Appel à candidature, on va réécrire complètement ce PMBOK, donc sacré challenge. Je me dis, avec le petit grain de folie que j'avais sur mon élan, je me suis dit, tiens, mais je vais envoyer ma candidature. Alors, c'était une candidature qui était unique pour l'équipe de développement et l'équipe de revue. Donc, moi, très, très franchement, je me disais que si je faisais partie des 70-80 personnes dans le monde aptes à faire la revue du PMO Guide, j'aurais été ravi. Et puis, bah, j'ai reçu un message me disant que je faisais partie de l'équipe de développement. Donc c'est un message que j'ai laissé de côté pendant quelques jours. Je me suis dit, j'en parle à personne, je vais sûrement recevoir un deuxième mail me disant quelque chose du genre, vous allez rire, on s'est trompé d'enveloppe, mais non, ce message n'est jamais arrivé, c'était bien ça. Et puis pour donner une vue d'ensemble, on reviendra sur l'appel à la candidature et comment ça s'est passé et comment vous pourriez faire. Donc ça va vous obliger à rester jusqu'à la fin là aussi. La vue d'ensemble du processus de conception, en fait, c'est allé très vite. Donc, juin 2019, la candidature. Août 2019, on a déjà commencé à travailler. Donc, on s'est réunis à Philadelphie pour le kick-off. Et pour vous dire combien c'est allé vite, en janvier, février donc 2020, Exposure Draft, ça veut dire qu'en 5 mois, on avait écrit la première version et du guide et du standard. Ensuite, donc, je vous parlerai également de l'aspect itératif de tout ça. On a eu des retours dont on vous parlera tout à l'heure, des arbitrages, une finalisation, des traductions, et là c'est Laurent qui va vous en parler bientôt et ça va être passionnant tout autant. Et puis cette fameuse parution donc, qui est prévue maintenant pour août 2019. Donc vous voyez sur un champ de 2 ans finalement. On a travaillé très 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 intensivement les 5 premiers mois. Ça a été pharaonique pour examiner les 5000 retours des personnes qui avaient participé à l'Exposure Draft. Et voilà, donc je vous ai parlé un petit peu de ma candidature. Je vais laisser Laurent parler de la sienne. Ok, merci Jean-Luc. Alors Jean-Luc, toi tu as présenté des vignettes. Moi j'ai le bouquin, édition 2000, d'accord, hein, il n'est pas sale, hein, et je le regarde encore de temps en temps. En fait, il m'avait été offert par mon chef de projet à l'époque, et je dois dire que je n'avais pas trouvé que c'était un super cadeau quand j'avais ouvert le bouquin, et donc je l'ai laissé dans l'armoire pendant pas mal de temps, jusqu'à ce qu'effectivement je constate que gérer un projet, c'est pas simplement le bon gros sens qui fonctionne. Et dès lors qu'on est 2 personnes, eh bien les ennuis commencent. Et avoir un référentiel qui guide la conduite de projet, ça peut être quelque chose comme une aide importante. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé effectivement à regarder un petit peu ce qui se passait véritablement autour du PMI. Et donc pendant 10 ans, le bouquin là, qui m'avait été offert est resté sur son étagère. Et à partir des années 2010, j'ai commencé à regarder un petit peu les publications du PMI. Donc c'est à ce moment-là que j'ai passé effectivement la certification du PMP. Mais c'est aussi le moment où j'ai aussi commencé à regarder les documents qui étaient publiés. Et c'est à partir de là que je suis rentré dans le processus, je dirais, de validation et de compréhension de ce qu'était un standard. J'ai participé donc à diverses revues de documents, à diverses traductions. J'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et surtout, je me suis inscrit sur la plateforme qui s'appelle VRMS, qui est la plateforme de volontariat sur lequel vous pouvez vous aussi vous inscrire pour candidater à tout un tas de propositions que fait le PMI, sachant qu'à chaque fois, il s'agit bien sûr d'une démarche volontaire. Donc derrière, il n'y a pas d'argent. C'est vraiment, je veux participer à l'élaboration de la conception de l'état de l'art autour de la gestion de projet. D'accord. Donc, ouais. Donc est arrivée cette première réunion à
à Philadelphie où l'équipe s'est réunie pour la première fois. Donc voilà, moi je vous disais, hein, j'y croyais pas trop au début, ça me paraissait tellement surréaliste. Donc j'ai fait un méga syndrome de l'imposteur, hein. Je me demandais bien ce que je faisais là. Par contre, les gens étaient super intéressants, ouverts. On venait du monde entier, tous passionnés, hein, comme l'a dit Laurent. On avait certes le billet d'avion et l'hôtel qui était payé, mais tout était pris sur notre temps. Voilà, donc on venait alors évidemment pour certains juste des États-Unis, du Canada, mais également du Venezuela. Vous voyez la personne qui est à gauche, voilà. Donc, Maria qui venait du Venezuela, de l'industrie pétrolière du Venezuela. Au premier plan, Émilie qui venait de Chine. La personne qui prend la photo, c'est Gianpaolo d'Italie. Et puis bon, il faut dire, hein, qu'on a quand même frôlé, on a frisé l'incident diplomatique entre le Costa Rica et la France, puisque vous voyez au-dessus d'Émilie, donc Laurent et Federico, qui, quelques dixièmes de seconde près, selon le moment où Gianpaolo a pris la photo, aurait pu faire des oreilles d'âne à Laurent. Et ça aurait été fortement immérité, et vous allez vous en rendre compte dans la suite. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait vraiment une ambiance fantastique. Enfin, moi j'ai vécu des moments extraordinaires. On avait des idées, on lançait des idées sans aucun jugement. Les idées, elles rebondissaient de l'un à l'autre. On se les passait. De temps en temps, on avait l'impression d'avoir trouvé quelque chose de grand, d'important. On se faisait un high five comme si on avait marqué un but. Voilà, on a eu des moments, je me souviens avec Laurent, Betsy, Gianpaolo, on a revu les libellés des principes et on se disait, mais là, ce qu'on est en train de faire, ça va avoir un impact, quoi. Enfin, c'était une effervescence totale. Enfin, moi, intellectuellement, je dirais que c'était nirvanesque. Alors, Laurent va me taper sur les doigts parce que c'est pas très français, mais voilà. Moi, c'est des moments inoubliables et je vous invite vraiment à oser candidater, quels que soient les ouvrages. Voilà, collaborer avec des gens du monde entier, c'est quelque chose de magnifique. Oui, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir partager effectivement avec des gens dont les métiers sont vraiment différents. Vous avez des gens qui sont à la fois des indépendants ou des salariés. Vous avez des gens qui étaient des formateurs, des consultants, des professionnels de la gestion de projet, des gens qui travaillaient aussi bien en informatique ou dans les domaines de l'extraction pétrolière ou bien de la construction de sites pour installer des serveurs chez Google. Donc, c'est vraiment des expériences qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer. Donc, au-delà même de l'aspect, je dirais, construction d'un référentiel, le fait de voir comment d'autres métiers ou d'autres chefs de projet travaillent dans des domaines différents, c'est aussi un impact essentiel et un très très bon souvenir. Donc là, peut-être un petit mot sur les standards que j'avais eu l'occasion de regarder. Donc, vous savez que dans le PMI, il y a en fait 3 niveaux. Il y a les standards qu'on appelle les standards fondamentaux, comme le PMBOK, comme la gestion EVM, la gestion des risques. Vous avez aussi des standards au niveau d'une pratique. Donc, par exemple, vous avez un standard autour de l'estimation, un standard autour de l'échéancier, et puis vous avez ensuite des guides pour une pratique donnée, donc par exemple un guide autour de la gestion des exigences ou bien le fameux guide agile. Donc depuis 2014 à peu près, j'ai regardé, j'ai revisité les divers standards et vous avez la possibilité comme tout acteur de la gestion de projet de faire également cette démarche. Chaque fois qu'un nouveau standard, chaque fois qu'un nouveau guide est proposé, vous pouvez commenter les versions préliminaires de ces guides et de ces standards. Donc, en l'occurrence, j'avais l'occasion de regarder la partie standard EVM et analyse des affaires. Et puis les guides pratiques autour de l'agilité, les standards guides, standards autour de pratiques d'estimation des coûts des projets et autour des échéanciers. Ce qui est vraiment important, c'est par l'intermédiaire de ce travail autour de la relecture des standards, de comprendre comment s'élabore ce genre de standard.
Il s'agit à la fois de regrouper des connaissances de l'état de l'art par des praticiens, mais aussi par des gens qui ont une vue un peu plus universitaire, mais d'avoir à la fin un document qui soit compréhensible par l'ensemble des acteurs autour de la gestion de projet et être capable donc de regarder chaque terme qui est employé, chaque phrase, de vérifier la cohérence et de vérifier la consistance de ces documents. C'est un moyen qui va vous permettre ensuite effectivement de pouvoir être vous-même acteur, rédacteur de ce genre de guide et de standards. Donc, ce qui est intéressant aussi de bien voir, c'est que l'ensemble des commentaires qui sont émis sont relus par les gens qui ont rédigé la proposition de standard. Vous avez à peu près un mois pour faire ces commentaires, ça dépend des types de standards, mais il faut bien comprendre que chacun de vos commentaires est bien relu effectivement par quelqu'un. Et en l'occurrence, pour le PMBOK 7, chacun des commentaires que vous avez pu faire a été relu par au moins 3 personnes, plus les 2 co-leaders du projet en lui-même. Donc, ça veut dire que chaque commentaire a été analysé par au moins 5 personnes. Et analyser un commentaire, ça consiste en fait à, bien sûr, le relire et à soit l'accepter directement tel qu'il est. Et donc, dans ce cas-là, le commentaire sera introduit sous une forme textuelle classique dans le support, soit à l'accepter mais avec des modifications, ou bien le refuser, ou encore signaler simplement qu'il s'agit d'un commentaire ayant une nature éditoriale, il manque une virgule, un accent, etc. Dans tous les cas, si le commentaire n'est pas accepté, c'est-à-dire s'il est accepté juste avec modification, s'il est refusé ou si c'est un critère éditorial, il doit y avoir une justification de la décision. Pour donner un ordre de grandeur, chacun des 12 membres de l'équipe de développement avait à peu près 1000 commentaires à relire. Et donc, si vous avez eu effectivement un mois pour faire vos commentaires, nous, de notre côté, derrière, on avait aussi juste un mois pour relire les 1000 commentaires. Et en fait, c'est cette partie-là qui est, d'une certaine manière, en ce qui me concerne en tout cas, représenter la charge de travail la plus importante. Je ne sais pas toi, Jean-Luc. Clairement, ça a été vraiment pharaonique, hein, parce que voilà, quand c'est accepté avec modification, par exemple, on pouvait avoir 20 commentaires sur un paragraphe, 20 commentaires sur une phrase. Et il y avait des choses qui étaient pertinentes dans les commentaires, donc il fallait retravailler le texte pour essayer de rendre compte du mieux possible des idées qui étaient introduites par les personnes. Et ce que je voudrais vraiment dire également, hein, c'est que il faut toujours trouver un compromis pour faire du travail collaboratif, parce que bon, certes, on était 12, mais on a travaillé, on a fait des itérations, on y reviendra tout à l'heure avec l'équipe de revue d'une part. Il y a eu donc cette fameuse période d'un mois où n'importe qui dans le monde pouvait contribuer au PMBOK Guide, hein, y compris des gens qui n'étaient pas adhérents au PMI. Et voilà, donc on peut toujours se dire, on aurait pu associer plus de monde, on aurait pu faire plus, mais ouvrir un standard à la revue comme ça n'a de sens et d'intérêt que si on a des gens qui contribuent. Voilà. Balancer un ouvrage dans la nature et pour avoir des c'est bien, c'est pas bien, ça sert à rien. Ce qui nous intéresse, c'est qu'une personne nous dise à tel endroit, tel numéro de ligne, telle phrase, moi je propose d'écrire plutôt telle chose. Donc la collaboration n'a de sens que si on peut prendre en compte les remarques des uns et des autres. Et comme on l'a dit, hein, ça a vraiment été pharaonique, on n'aurait guère pu aller plus loin. Donc ce PMBOK, c'est quand même l'œuvre de la communauté, hein, on peut le dire, des praticiens de la gestion de projet dans le monde, hein, puisque nous, on a travaillé là-dessus. On avait des gens qui ont fait des ateliers lors de différentes conférences sur quelles seraient leurs idées pour le nouveau PMBOK, etc. Donc, qui ont été des inputs pour nous. Et puis, comme je le disais, on a eu beaucoup d'allers-retours avec les équipes de revue. Donc, chaque fois qu'on avait quelque chose qui tenait un petit peu la route, on l'envoyait, on récupérait les retours et là aussi, on traitait les retours un par un. Et donc, je pense que ça serait intéressant justement d'avoir la vision et l'angle de vue,
la perspective d'un membre de l'équipe de revue. Donc, je vais laisser Yann en parler. Alors, j'étais l'une des personnes qui avait mis des commentaires. Je pense que j'ai pu mettre une centaine de commentaires. Hein. Bon, parfois, il me manquait des virgules, je l'admets. J'ai répondu à l'invitation hein, sur projectmanagement.com. C'est le journal de PMI. Je crois que j'ai suivi un lien de Dantotsu PM, le blog de Michel Perto. Je me suis prononcé volontaire. C'était vraiment très simple. Après le travail commencé, l'essentiel de mon rôle d'éditeur consistait à faire une revue du standard qui est essentiellement composée des 12 principes. À partir d'ici, le standard pourrait évoluer dans les éditions futures. Alors déjà, l'expérience d'être un participant dans cette évolution était éducative. Il y avait un forum au sein du processus qui est devenu de plus en plus actif au fur et à mesure et les participants venaient de tous les coins du monde. Je me souviens d'avoir fait beaucoup de liens avec des personnes du Moyen-Orient, de l'Afrique, de l'Asie, il est vrai. Et il y avait des personnes de l'Amérique du Sud. Il y avait peu de Français présents, même peu d'Européens très actifs dans le forum. On se rend compte qu'il y avait des a priori depuis des années. Je ne parle pas uniquement de forum. Beaucoup de personnes imaginent depuis longtemps que le PMBOK est beaucoup plus prescriptif, qui est le cas réellement. On va découvrir dans la nouvelle édition que cette appréciation est en train d'évoluer. Ainsi, il y avait aussi des clichés qui se développaient et avec eux des mauvaises interprétations. Par exemple, un projet égale une waterfall. Une cascade est un très mauvais cliché, sauf peut-être si on est des saumons. Du rafting dans des rapides serait une meilleure métaphore, je pense. De l'escalade en équipe serait une allégorie, avec une fiabilisation et une sécurisation au fur et à mesure de la montée. Un autre cliché était intervenu à un moment, celui d'un chef d'orchestre. Et l'image d'un chef d'orchestre est souvent utilisée pour décrire un chef de projet. Je pense que c'est un cliché parce que c'est incomplet. L'orchestration et l'énergie à l'occasion d'un orchestre, une pièce de musique, un concert, ne vient pas uniquement du chef d'orchestre. C'est une synchronisation qui s'appuie sur le violoniste principal, la clarinettiste principal, l'oboïste de plomb. D'ailleurs, le chef d'orchestre a son dos à l'auditoire. Il fait appel à ces différents musiciens en jeu. J'ai proposé des métaphores différentes dans l'échange entre nous au sein du forum, comparant avec un groupe de jazz. C'est que nous, d'où vient l'énergie des musiciens? D'où vient l'énergie dans un concert de rock? De l'auditoire, des tribunes, du public, c'est-à-dire des clients. Pensons à l'idée, oui, Madonna, Sia. Alors, d'où vient l'énergie dans un studio lors d'une session? Ce sont des animateurs et des groupes de rock que les groupes de rock invitent sur le plateau. Et paraît-il, c'est très propice, c'est très apprécié que ces personnes interviennent qui sont reconnues pour leur aptitude d'apporter une impulsion, des inspirations créatives et une approche parfois loufoque. Alors enfin, qui apporte de l'énergie dans votre projet? Peu importe, tant que l'on fait de la bonne musique ensemble. Et grâce à ces échanges, on a développé beaucoup de liens, on s'amusait bien, on était en train de s'informer mutuellement. Alors moi, je vais vous parler d'un sujet qui est rarement abordé lorsqu'on parle de standards, c'est celui de la traduction des documents techniques. Il se trouve que le PMI a une véritable volonté de traduire ou de donner la possibilité aux gens non anglophones de connaître l'ensemble des standards qui sont publiés par le PMI.
Et donc, ce point est particulièrement important. Comment faire pour traduire un document technique et pas un document littéraire? Est-ce que c'est simplement, on prend les termes les uns après les autres et puis on se contente de les traduire un par un? En fait, on s'aperçoit en faisant cet exercice de traduction qu'il y a énormément de travail qui doit être fait pour aussi interpréter l'idée qui a été écrite en anglais. Alors, un des objectifs aussi du PMI en offrant des traductions, c'est aussi de permettre à des non-anglophones de passer la certification en étant relativement assurés. Il y a effectivement un certain nombre de personnes qui, bien que me parlant un peu anglais, peuvent avoir des craintes au niveau de la certification si elle est entièrement en anglais, et à savoir que le document sera au minimum en double, enfin, les questions seront au minimum en double aussi en français, ça peut être quelque chose qui va rassurer. Donc, j'ai donné ici quelques exemples, hein, comme par exemple daily meeting. Comment va-t-on traduire cette expression? Est-ce qu'on le traduit mot à mot, donc en réunion quotidienne, sauf qu'en l'occurrence, par définition de ce rituel, on n'a pas affaire à une réunion au sens classique du terme. Et d'autre part, le fait qu'elle soit quotidienne ou non, ça dépend aussi un petit peu du cadre de référence qu'on choisit. Dans des approches comme Scrum, on va insister sur l'aspect effectivement quotidien. Sur d'autres, on va être, comme dans Discipline Agile par exemple, on va être beaucoup plus souple, sachant que si les gens communiquent déjà fortement entre eux, peut-être que ce point de synchronisation n'est pas absolument nécessaire chaque jour. Et donc, quand on va traduire ce daily meeting, eh bien, on va à la fois interpréter le sens, mais aussi le pourquoi de cette expression, et on utilisera par exemple plutôt le terme de point de synchronisation qui est plus parlant que la traduction mot à mot de l'expression. On a également des difficultés à traduire des mots comme value, qui sont très générales, très génériques. Alors, on aura l'occasion lors d'un prochain webinar de préciser effectivement ce qu'on a derrière ce terme value. On l'a simplement traduit par valeur en laissant l'aspect générique. Un autre problème classique concerne l'utilisation du terme delivery, qui peut vouloir dire en fait plusieurs choses en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Ça peut être à la fois simplement l'acte de livrer le produit une fois terminé dans son environnement d'utilisation finale, mais ça peut aussi être l'ensemble des actions qui ont lieu depuis l'identification du besoin jusqu'à cette fameuse véritable livraison, ce déploiement en environnement de production. Donc, si vous avez affaire à des traducteurs qui ne connaissent pas ce qu'est la conduite de projet, les traductions comme ces termes delivery, value, daily meeting, en fait, ne sont pas correctement traduits. Il faut avoir un deuxième groupe qui va venir valider la traduction qui est proposée par des traducteurs professionnels. Et ces personnes qui valident ces traductions, ce sont des gens du métier. Donc, en l'occurrence, des chefs de projet qui sont capables effectivement de bien comprendre la signification du terme qui est utilisé dans le contexte avec le sens qui était initialement voulu dans la langue d'origine. Le processus lui-même, comment se fait-il? Vous candidatez pareil sur la plateforme VRMS pour être traducteur. Une fois l'équipe de traduction constituée, donc en l'occurrence, on est 3 ou 4 personnes en fonction des langues, la première étape consiste à établir un glossaire. Ce glossaire, c'est l'ensemble des termes que vous considérez être comme les plus importants dans le document. Et ce glossaire est donné à l'équipe de traduction de traducteurs professionnels qui, à partir du document du langage source, va donc produire le document dans le langage cible. Vous recevez ensuite la traduction dans le langage cible, donc en l'occurrence pour nous le français. Chacune des phrases, chacun des termes du document original est en anglais et en français, et on passe en revue, ligne à ligne, chacune de ces traductions. C'est un travail qui est parfois un peu fastidieux, il y a beaucoup de répétitions, mais on s'aperçoit que c'est un travail absolument nécessaire pour être sûr que les traductions qui vont être lues par les personnes qui parlent la langue cible soient effectivement cohérentes et à un sens dans la langue cible.
Alors, je vais prendre quelques exemples de difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on fait des traductions. Alors, on a évidemment, notamment avec les Anglais, des faux amis, puisqu'on a une origine commune, hein, en termes de langue, hein. C'est la partie germanique, on va dire, ou franque de notre langue qui est commune, mais avec des significations qui ont pu diverger au cours du temps. Donc, par exemple, un mot comme désirable, si vous le prononcez en anglais ou en français, ça n'a pas la même signification. En français, on le traduira plutôt par attractif. Ensuite, il y a aussi le phénomène des mots qui sont totalement intraduisibles. Donc là, j'ai pris un exemple d'un mot japonais qui se prononce komorebi et qui en fait signifie la lumière qui passe à travers les feuilles des arbres. Donc on n'a évidemment pas de mot en français pour traduire cette expression. Il faudra à chaque fois trouver une façon de décrire ce que le poète, en général ce terme est plutôt utilisé par des poètes ou des littérateurs, ce qu'il a voulu dire par l'utilisation de ce mot. Et puis si on utilise par contre tous ces regards des mots qui sont plus proches du domaine de la gestion de projet, on a le terme sprint qui en fait est très mal traduit si vous le prenez directement en français sous forme de sprint. En fait, vous trahissez l'idée qu'il y a derrière. La plupart du temps, c'est-à-dire si ce n'est lorsqu'on parle de Scrum, il faut traduire sprint par itération. En traduisant, en fait, il faut toujours garder à l'esprit trois éléments au moins. Alors, en l'occurrence, puisqu'on fait une traduction dans le cadre d'un standard qui se veut indépendant de toute méthode, bah, il faut traduire le terme sprint par itération, puisque sprint est spécifique à Scrum et aux méthodes dérivées de Scrum. Par contre, quand vous parlez de Scrum proprement dit, là, effectivement, on utilise le terme sprint qui a un sens. Toute autre occurrence de l'idée d'avoir cette répétition dans la suite d'activités à accomplir, par contre, sera traduit par le terme itération. La deuxième erreur, c'est d'oublier la vision théorique qu'il y a derrière l'utilisation de ce terme sprint. Il faut bien voir qu'un projet, ça n'est pas une suite de sprints. Faire 400 sprints à la suite, c'est un petit peu compliqué. On préfère voir plutôt un projet comme un marathon. Donc déjà, d'un point de vue purement théorique, l'utilisation de ce terme qui a fait oublier l'aspect, je dirais, rythme soutenable par l'équipe, il est important de le supprimer dans la traduction également. Et puis enfin, il ne faut pas oublier que d'un point de vue historique, même dans Scrum, les premières occurrences du terme sprint signifiaient des périodes de 2 ou 3 semaines, mais avec une période à la fin de récupération. Donc un sprint était constitué par exemple de 14 jours effectifs de travail et le 15e d'un jour de récupération. Ce n'est que depuis le milieu des années 2000 que les versions de Scrum ont fait disparaître cette phase de récupération, mais ont gardé le terme de sprint. Donc l'utilisation du terme lui-même est triplement erronée. Il est opposé à la vision du PMI qui est d'avoir un standard indépendamment des méthodes. Il est opposé également à la vision théorique. Un projet, ce n'est pas une suite de sprints, mais c'est bien un marathon. Et enfin, c'est un terme qui est opposé à la vision historique, puisque sprint avait à l'époque déjà une période de récupération, comme aujourd'hui on peut avoir cette fameuse itération d'innovation et de planification dans un référentiel comme SAFe. Alors, un autre exemple de difficulté que l'on peut rencontrer lorsqu'on fait des traductions, je prends l'exemple ici d'un terme qui est utilisé en japonais et plus particulièrement dans le système de production Toyota, le terme Jidoka. Ce terme existe en japonais standard avant le système de production Toyota, c'est dans la partie gauche du support et qui se traduit de manière tout à fait naturelle par automatisation. Toyota était un producteur dans les années 1930 de produits tissés, donc avec des machines à tisser. Et l'inventeur qui s'appelait Monsieur Toyoda a inventé un système pour détecter automatiquement la rupture des brins de laine dans les machines, et cette machine automatiquement s'arrêtait.
Donc, il a traduit, il a transféré par un jeu de mots le terme jidoka de gauche en jidoka à droite, qui est le mélange de deux choses, à la fois la partie automatisation, mais aussi une partie autonomie, c'est-à-dire que la machine était capable de manière autonome de détecter qu'elle était dysfonctionnelle et donc elle s'arrêtait. Ce qui veut dire que lorsqu'on a cherché à traduire le terme jidoka, qui est un jeu de mots en anglais, on a essayé de retraduire ce jeu de mots également en anglais, pardon, alors en japonais, de le traduire en anglais. Il se trouve qu'en anglais, l'automatisation française se dit automation. Donc, il était assez facile pour les anglophones de mixer la partie automatisation et la partie autonomie en créant le terme automation. Il se trouve que en français, le jeu de mots n'est pas traduit si on se contente, comme on le fait encore actuellement, de reprendre simplement le terme anglais sans revenir à l'origine japonaise du jeu de mots initial. En fait, si on avait voulu reprendre la partie du jeu de mots, il aurait fallu combiner à la fois automatisation et autonomie en créant le terme autonomatisation. Donc, c'est un exemple, par exemple, de traduction qui induit en fait en erreur l'idée initiale. Je vous propose de passer au transparent suivant, parce que je vois que l'heure tourne assez vite. Ici, on a un exemple de correction que l'on fait, que l'équipe de validation de traduction a faite. La partie de gauche vous donne la version anglaise, la partie de droite, la version française, et vous voyez qu'on a corrigé la proposition de traduction. En l'occurrence, le traducteur avait à chaque fois transformé le mot adaptive dans la version originale anglaise en agile, ce qui est tout à fait acceptable d'un point de vue global. Par contre, il se trouve que dans le PMBOK, on a bien les approches prédictives, des approches adaptatives, mais on a également des méthodes agiles qui existent. Et donc, il faut distinguer la partie adaptative de la partie agile. Une méthode ou un cadre de référence agile est adaptatif, mais inversement, on peut très bien avoir des approches qui sont adaptatives sans être nécessairement agiles. Et donc, il a fallu rebasculer dans la traduction agile, de la partie agile vers la partie adaptative en français. Donc, vous voyez que cette étape de traduction, ce n'est pas simplement quelque chose où on prend mot à mot une expression et puis on la met dans la langue cible. Il faut bien à chaque fois se poser la question de est-ce que ce que je suis en train de dire dans ma langue cible est conforme à l'idée initiale qu'il y avait dans la langue source. Alors, il se trouve que j'ai aussi participé à la traduction, que je participe encore à la traduction de d'autres référentiels, en l'occurrence le référentiel SAFE. Donc là, je vous dis juste quelques mots sur les façons, je dirais, différentes de travailler entre le consortium SAFE et le PMI. Le processus est similaire. On commence par établir effectivement un glossaire. Ensuite, on a des traducteurs professionnels qui proposent une première traduction. Par contre, après, on a deux grosses différences. La première, on a un outillage qui est vraiment différent. Vous avez vu qu'avec le PMI, on utilise un outil parfaitement, un outil très performant qui s'appelle Excel. En fait, c'est un outil qui est très pratique parce qu'on fait très facilement des allers-retours, on fait très facilement des recherches. Et puis, par contre, dans le consortium SAFE, on utilise un outil particulier commercial qui s'appelle XTM, qui fournit beaucoup plus d'informations sur la consistance linguistique. Et donc là, c'est plus un outil pour professionnels de la traduction. Donc nous, en tant qu'équipe de validation, c'est un outil qui en fait dépasse largement nos besoins. La deuxième différence principale qu'il y a entre les deux processus, c'est que pour les traductions en français, dans l'équipe du PMI, on a une seule équipe, mais qui est constituée de personnes d'origines diverses. Donc, on avait une québécoise, on avait un belge et on avait donc deux Français de métropole. Alors que dans SAFE, on va avoir une régionalisation, on va dire, des équipes de traduction. Donc, on a une équipe québécoise de traduction
Et on aura donc une traduction d'ECF pour les Français québécois. Et puis, on a une traduction par des Français de France Métropole. Et on aura donc des traductions qui pourront être différentes. Ainsi, le terme Business Agility est traduit en québécois par agilité d'affaires sur le modèle de Business Case cas d'affaires, alors qu'en France, nous proposons plutôt agilité d'entreprise. Merci Laurent. Dernière possibilité de contribution, c'est finalement ce que j'ai fait, c'est-à-dire accompagner toutes ces personnes dans la présentation à vous, les membres du PMI. Donc, la présentation qui a eu lieu le 25 février. Donc, l'aventure continue. C'est une opportunité nouvelle pour rencontrer des personnes et des personnes d'horizons divers. Hein. Comme vous avez pu le voir, tous les quatre, on est des quatre coins de la France et d'ailleurs. Et donc c'est oui, et donc c'est intéressant. Voilà, et puis après aussi avec des profils différents, hein, comme vous l'avez bien vu. Yann, c'est notre philosophe. Jean-Luc, c'est celui, quand vous regardez vos pieds, vous pouvez lui faire coucou parce qu'il est à l'autre côté. Il faut s'adapter. Laurent, qui a vous avez pu apprécier son savoir, son expérience, sa grande pédagogie. Nelly, que vous voyez pas, mais qui est chef de projet, qui est notre soleil, notre bonne humeur, voilà. Et Luc André, finalement, que vous voyez là et qui a eu finalement la finesse de mettre tout ce monde autour d'une table virtuelle pour finalement produire cette présentation. Donc, vous avez, bien sûr, il y a les rôles de traducteur, etc., mais il y a peut-être aussi le rôle de modérateur lors de la présentation finale et où finalement j'apporte un regard un peu extérieur, un regard qui permet d'assurer aussi une cohérence de l'ensemble parce que comme je suis pas dedans, et justement avec ce regard extérieur, ça me permet de voir des choses qui sont pas toujours faciles à voir. Voilà, on va passer à la partie vous maintenant, comment vous pouvez participer au prochain standard. Voilà, donc on l'a déjà évoqué, hein, vous avez l'adresse qui apparaît directement à l'écran. Donc c'est un site auquel on peut accéder avec son login du PMI et c'est en quelque sorte la bourse aux opportunités. Donc c'est très pratique, c'est très simple d'utilisation. Vous pouvez vous créer des alertes en fonction du genre de volontariat que vous voulez faire, sur les standards, sur le marketing, sur que sais-je. Et voilà, donc c'est comme ça. Moi, j'avais été attiré au départ par un article dans LinkedIn et je suis allé sur cette plateforme pour poster ma candidature. Et puis, en deux mots, qu'est-ce qu'on nous a demandé en tant que candidat? Alors, des questions très, très ouvertes. Hein. Alors, bon, évidemment, le parcours, voilà, ce qu'on avait fait pour le PMI avant, les conférences éventuelles, les certifications, etc. Mais surtout des réponses à des questions très ouvertes. Alors, classiquement, pourquoi vous? Et puis, plus intéressant, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le PMBOK? Donc ça, c'était, je pense, la question majeure. Et puis, une autre question qui était, quels seraient pour vous les trois principes fondamentaux de la gestion de projet? Et donc, c'est sur cette base-là que les candidatures ont été examinées, avec donc également un angle, j'imagine, un peu géographique aussi, pour rebondir sur ce que disait Corinne. Hein, donc, moi, je suis affecté, associé à la zone Asie-Pacifique. Donc, on avait juste Émilie de Chine et moi-même qui représentions la zone Asie-Pacifique. Donc, voilà, je vous invite vraiment, après ce webinaire, à aller regarder, à jeter un coup d'œil à la plateforme. Yann, tu veux dire un petit mot? Non, Laurent, pardon. Laurent, tu veux dire un mot? Jean-Luc a été parfait, je n'ai rien à ajouter. Alors, on va vous présenter notre prochain séminaire qui est le PMBOK 7 qui aura lieu le 3 juin sur la valeur. Je laisse Yann vous en parler un petit peu. Oui, alors il y a assurément aussi une philosophie de la valeur. Il y a aussi probablement les trois grands principes de fond de la valeur. En fait, c'est un sujet qui évolue au sein de notre sujet de management de projet que nous allons aborder
pour ces prochaines séances avant le lancement 1er août, parce qu'on aura une session le 3 juin. Et puis après, nous anticipons aussi une deuxième session. Alors, parce qu'il y a des perspectives, et puis projet par projet, on va devenir des équipes qui décident ce qui sera la valeur pour le projet, comment on fait pour la qualité. J'ai choisi qu'un seul exemple, qui est la fameuse TVA. Et là, même là, c'est compliqué. Où est-ce que c'est compté, hein? Par exemple, on fait une formation, où la valeur est-elle comptée? Là où le service est rendu, là où le service est reçu, là où le service est valorisé et comment valoriser. Donc, nous allons aborder ce sujet ensemble et j'espère que ça sera aussi passionnant pour vous qu'avait été le management de projet de l'édition 7 pour nous. Voilà, et on vous réserve une surprise. On va avoir d'autres speakers qui vont se joindre à nous. Ça va être très dynamique tout ça et on vous espère nombreux. On va passer maintenant aux questions. Je vois beaucoup de questions qui ont été posées. Alors, première question. Pourquoi finalement ne s'autorisons pas d'utiliser les termes anglais? Pourquoi pas utiliser tout simplement daily meeting et puis voilà, on reste avec le concept daily meeting. A priori, je peux peut-être répondre là-dessus. L'idée de faire une traduction, c'est tout simplement d'apporter au plus grand nombre les notions qu'il y a dans le standard. Et puis d'autre part, sur l'exemple là que tu cites, pour nous, c'est aussi le moment où on peut préciser certaines nuances. C'est-à-dire que le daily meeting n'est pas une réunion, c'est bien simplement un point de synchronisation. Donc, en plus, on est en capacité de préciser ce qu'il y a derrière le terme lui-même. Lorsque je vais voir un sponsor, par exemple, qui commence un projet agile pour la première fois, si je lui dis que l'équipe elle fait un daily meeting, il va tout de suite comprendre pour lui qu'il s'agit d'une réunion et donc tiens, il va pouvoir éventuellement se présenter à cette réunion. Ok, il y a un ordre du jour, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Alors que si je lui dis que l'équipe fait tous les jours un point de synchronisation, il y a déjà un certain nombre de malentendus sur la signification de ce rituel qui sont évacués. Voilà. Donc, pour moi, vraiment la raison pour laquelle on traduit en français, c'est s'assurer que l'ensemble des personnes aient une compréhension commune de chacun des termes qui sont utilisés dans le PMBOK. Merci Laurent. Alors, une autre question de Laurent David. Comment avez-vous géré les 700 pages? Comment êtes-vous passé à 200 pages? Jean-Luc? Oui, alors je dirais qu'on est même pas, enfin le point de départ, ceux qui auraient pu constituer un point de départ, c'était même plutôt près de 900 pages que de 700. Et en fait, non, on n'est pas passé de 900 à 250, on est passé de 0 à 250. C'est-à-dire qu'on a vraiment tout repris depuis la base. Alors après, on n'a pas non plus tout réinventé, bien évidemment. On est tous arrivés avec notre background, avec nos différentes connaissances, nos différentes sensibilités. Voilà, donc on retrouve évidemment des choses qui existaient dans les versions antérieures sous différentes formes, mais on a donné une autre perspective, hein, encore une fois, sur cette approche par des principes plutôt que par des processus. Mais voilà, c'est bien, on est vraiment parti d'une feuille blanche. Merci. On a une question de Adèle Arfaoui. Auriez-vous une estimation du volume horaire consacré à cette entreprise sur les 2 ans? Wow. Je suis incapable de le dire. Je n'ai pas compté. Voilà. Je dirais que quand on est volontaire, on ne compte pas ses heures, quoi. Et c'est bien le cas. Mais enfin, moi, franchement, ça m'a tellement passionné. Puis c'était tellement limité dans le temps que franchement, il y a des moments où j'ai ma propre activité, hein, donc de consultant qui a un peu vacillé parce qu'il y a des moments où j'étais tellement passionné par ce que je faisais, donc il faut faire attention à ça aussi. Mais oui, je serais incapable de dire combien d'heures ou de jours, de semaines, de mois j'ai passé là-dessus. On a Patrick
qui nous dit comment détecter les appels à volontaires du PMI pour la rédaction du PMBOK. En fait, comment vous avez eu l'information? Je comprends par cette question. Alors, enfin, juste, moi, je ne vais pas monopoliser non plus la parole, juste très rapidement. Hein, donc, je disais, moi c'était, au départ, c'était par hasard, c'était un article sur LinkedIn. Mais en fait, une fois qu'on a bien compris la plateforme VRMS, on peut se créer des alertes. Donc, vous recevrez un mail. Si vous mettez dans les alertes que vous voulez travailler sur les standards ou mettez quelques mots-clés, vous aurez explicitement l'envoi d'un mail le jour où l'ouverture des candidatures se tiendra. On a une question de Saba qui nous dit bonjour. Il ne faut pas que tu valides parce que où est-ce qu'on peut trouver les standard guides ouverts en relecture? Je pense que c'est au même endroit, hein, c'est la base. Oui, il y a une plateforme particulière, un outil particulier qui est proposé au moment où on a un standard à relire. Donc là, la formation est diffusée et on vous donne un point de connexion, une adresse HTTP, voilà, classique, où on va avoir le standard à relire. Et donc, il y a une présentation très particulière, ligne à ligne, avec chaque fois un numéro. Chaque fois que vous faites un commentaire, vous cliquez sur le mot que vous voulez corriger et automatiquement le système affiche la ligne sur laquelle vous allez faire votre commentaire, vous saisissez votre commentaire, etc. Et vous pouvez naviguer ensuite dans tout le document. Mais ce n'est pas un document PDF, par exemple, de 50 pages sur lequel vous allez pouvoir faire des allers-retours. Ce sont des pages successives qu'il faut lire. C'est pas toujours très facile à suivre, mais l'outil est suffisamment bien fait pour que les recherches soient efficaces. Nous allons prendre une dernière question. Ah bah parfait. Donc j'ai... Ah, attendez, non, juste une. Allez, on va faire vite. J'en ai deux en fait. J'en ai une sur le terme urgency qui est posé par Hervé Spanot. Le terme urgency ne pose-t-il pas un problème en français? Travailler dans l'urgence n'est pas une bonne connotation. Je pense qu'elle est pour toi, Laurent. Alors, je pense que ce terme-là n'a pas été utilisé dans le PMBOK. Donc, je ne donnerai pas de réponse officielle. La seule réponse que je peux faire, c'est qu'effectivement, il faut travailler avec un rythme soutenable. C'est tout. Mais donc, pas dans l'urgence. J'ai une question de Yossi. Bonjour Yossi. Quelle est la contribution des traductions automatiques? Alors, autant que j'ai compris, il n'y en avait pas. Quelle proportion supplémentaire à la traduction manuelle? Alors, on a eu l'occasion, oui, de Google Doc et Google Traduction. Très clairement, les envois successifs par les équipes officielles de traducteurs étaient de qualité extrêmement variable. On voit bien que les premières versions qui nous ont été envoyées étaient des versions qui avaient été modifiées à partir de la traduction automatique. Et on a protesté auprès du PMI et les envois successifs suivants ont été beaucoup de bien meilleure qualité. Donc, pour l'instant, je dirais que les traductions automatiques, pour ce que j'ai pu en voir, ne sont pas du niveau suffisant pour produire un document lisible et valable. Et ce que tu disais, Laurent, c'est qu'il y avait des traducteurs professionnels qui étaient engagés pour le premier jeu. Hein. Oui, c'est ça. Donc, les traducteurs professionnels, en fonction également du tarif, parce qu'eux sont payés au mot. Certains jouent beaucoup avec Google Traduction, effectivement, mais c'est visible, on le voit tout de suite. Et donc, là, en l'occurrence, le PMI a eu l'occasion, sans doute, lors de son premier essai, d'utiliser une société qui est partie de Google Traduction ou autre, hein, peu importe l'outil. Mais le deuxième envoi qui a été fait a corrigé le tir. Je pense qu'ils ont changé d'équipe de traducteurs officiels entre les deux, suite à nos remarques. Voilà, merci à tous. On ne peut pas lui prendre de questions. Donc, je laisse la main à Nelly qui vous raconte la suite. Juste une chose, on est monté à 450 à peu près. Merci encore. Merci. C'est à toi. Effectivement, merci Corinne. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre webinaire et nous disons un grand merci à nos 4 intervenants.
pour ce webinaire très intéressant et très instructif. Nous étions donc 455 participants avec 880 inscrits. Et donc, maintenant, nous avons quelques informations d'ordre logistique. Donc, vous pouvez voir à l'écran le code PDU que vous pouvez utiliser pour faire valoir vos droits. Et vous retrouverez sur notre site pmi.org tous nos prochains webinaires. Et donc, les 3 prochains à venir, donc le 6 mai prochain, nous avons le webinaire « Et si ce qui bloquait dans mon projet venait des émotions ?» donc présenté par le PMI Grenoble. Le 19 mai, 60 minutes Inside PMP, organisé par le PMI Nord. Et comme Corinne l'a mentionné tout à l'heure, le prochain webinaire dans la suite de ces présentations sur le PMBOK Guide, donc le PMBOK Guide version 7, la suite, qui sera consacré à la valeur. Une courte enquête de satisfaction vous sera proposée à la fermeture de ce webinaire. Donc, merci pour vos réponses qui vont nous permettre de vous proposer des sujets en lien avec vos attentes. Nous vous enverrons également un email avec le lien pour le replay. Toutes les questions que vous avez posées, répondues ou non au cours de ce webinaire, seront transmises dans l'article que vous retrouverez très prochainement sur notre site pmifrance.org. Merci d'avoir participé à ce webinaire. PMBOK 7e édition, les coulisses organisées par le pôle de Vincennes. Nous espérons que vous avez apprécié notre webinaire. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Si, au revoir.